Bonjour à tous, bienvenue dans la 6e émission de Médiatique. Aujourd'hui, nous allons parler de notre ennemi, la bactérie Borrelia, afin de mieux la connaître. On peut dire sans exagérer que la Borrelia, c'est une bactérie diabolique. Et il y a un proverbe qui dit « En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis ». C'est certainement pas question d'amour entre les malades de Lyme et la Borrelia, mais bien une guerre, ça c'est vrai. Et pour nous parler de notre ennemi, la Borrelia, notre invitée aujourd'hui, c'est Cécile Musy, qui est vice-présidente de l'association France Lyme. Cécile, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même faire un petit rappel pour les gens qui n'ont pas forcément suivi les émissions depuis le début. Donc la bactérie Borrelia, c'est la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme et elle est transmise essentiellement par la morsure d'une tique infectée. Donc ça, c'est une situation a priori banale, un microbe qui provoque une maladie. Mais la bactérie Borrelia n'est pas une bactérie comme les autres. Elle a des caractéristiques vraiment étonnantes et qui sont la preuve d'une longue évolution. La première fois que j'ai entendu le docteur Horowitz, qui est un spécialiste international de la maladie de Lyme, parler de la Borrelia, je l'ai entendu dire avec grande surprise que c'était une bactérie très intelligente. Et intelligente pour une bactérie, ça paraît un petit peu exagéré. Mais en étudiant de plus près la bactérie, en commençant à la connaître, je crois qu'effectivement, c'est pas un qualificatif qu'elle a volé. Mais d'abord, Cécile, qu'est-ce que c'est en fait une bactérie? Parce qu'on parle de bactérie, mais qu'est-ce que c'est? Alors une bactérie, c'est un organisme qui est formé d'une seule cellule qui est généralement entourée d'une paroi. Donc il faut savoir que toutes les cellules possèdent de l'ADN qui sert à se reproduire. Pour les cellules de notre corps, l'ADN se trouve dans un noyau, une sorte de sac en fait. Mais contrairement aux cellules du corps, les bactéries, elles, n'ont pas de noyau différencié. En fait, leur ADN est en vrac qu'ils ont dans la cellule. Alors chez les bactéries, l'ADN se présente généralement sous forme d'un long chromosome circulaire qui est refermé sur lui-même, donc en fait en forme d'anneau. Et en plus, il y a aussi des petits bouts d'ADN qui flottent tout autour, qu'on appelle les plasmides. Est-ce qu'une bactérie, c'est exactement la même chose qu'un microbe? Alors les bactéries sont un type de microbe, oui, mais il y a d'autres types de microbes, les virus et les protozoaires. Les bactéries sont en fait une forme de micro-organisme, de microbes parmi d'autres. Et les bactéries provoquent des maladies? Alors oui, certaines bactéries provoquent des maladies et on les appelle des bactéries pathogènes, mais d'autres bactéries sont complètement inoffensives. Certaines même sont même utiles. Par exemple, notre intestin contient des milliards de bactéries qui nous servent à la digestion. Ces bactéries sont les fameux probiotiques, donc qui sont bons pour notre santé. Et c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui plutôt le microbiote. Chez la femme aussi, il y a dans le vagin des bactéries utiles, donc notamment les bacilles de Doederlein. Ces bonnes bactéries occupent le terrain et en fait empêchent en fait des bactéries ou des champignons pathogènes de s'installer et qui eux provoqueraient des infections. Et puis, dans un autre domaine, c'est aussi avec des bactéries probiotiques qu'on fabrique les yaourts et les fromages. Donc, c'est ces bactéries qu'on appelle les lactobacilles ou les bifidus, les fameux bifidus. Donc, en fait, on ingère régulièrement des bactéries et en général, ça pose pas de problème, voire même, c'est bon pour nous avec les probiotiques. Et les bactéries, donc c'est très petit, mais on peut quand même les observer au microscope. On peut faire des prélèvements, par exemple, puis regarder ça au microscope. Oui, alors on peut faire des prélèvements, par exemple, en cas d'angine ou d'infection vaginale. Donc on fait les prélèvements et on étale ceci sur une lame de microscope. Ça s'appelle un frottis. On connaît ça pour le frottis vaginal. Ensuite, on colore ce frottis avec des produits spécifiques qui se colorent suivant chaque bactérie. Et ça permet donc de voir s'il y a les bactéries d'une certaine espèce. Alors, il faut savoir que les bactéries peuvent avoir des formes variées, mais qui sont généralement simples. Il y a des petites sphères qu'on appelle des coques. On connaît les streptocoques, qui sont des chaînes de bactéries, un peu comme un collier de perles. Il y a les staphylocoques, c'est des grappes de bactéries, comme une grappe de raisin, si on veut. Il y a aussi des longs bâtonnets qu'on appelle des bacilles. Donc souvent, le nom des bactéries vient tout simplement de leur forme. Et la Borrelia, elle ressemble à quoi? Alors la Borrelia, elle a une forme de spirale, elle ressemble un peu à un tire-bouchon.
Et les bactéries de cette famille, donc de forme spiralée, sont appelées des spirochètes. Donc Borrelia est proche de l'agent de la syphilis, qu'on appelle le tréponème. Elle possède des flagelles qui lui permettent de se déplacer. Donc les flagelles, c'est des sortes de filaments qui permettent à la bactérie de nager dans les liquides ou les milieux de gel. Et en plus de ça, la Borrelia présente la particularité que son chromosome principal est linéaire au lieu d'être circulaire, comme on l'a dit pour les autres bactéries. Et Borrelia possède aussi un nombre très important de plasmides, donc les petits bouts d'ADN qui flottent autour. Il y a 17 plasmides, par exemple, pour Borrelia burgdorferi, donc la bactérie de la maladie de Lyme. Et puis, certains de ces plasmides sont linéaires aussi, au lieu d'être circulaires comme normalement. Donc en fait, en tout, Borrelia possède beaucoup plus d'ADN que les bactéries de base, dont une grande partie sous forme de plasmides. Alors, donc, il faut savoir que l'ADN sert à fabriquer de nombreuses molécules suivant les besoins de la bactérie. Et donc, c'est cet ADN en surnombre qui pourrait expliquer l'aptitude de Borrelia à infecter des hôtes très variés, puisque en dehors de la tique et de l'homme dont on parle, elle peut vivre aussi dans un large choix d'hôtes, donc des mammifères, mais aussi des oiseaux, des reptiles. Donc c'est une bactérie qui est déjà beaucoup plus complexe que les coques et les bacilles dont tu parlais tout à l'heure. Oui, beaucoup plus. Elle a la capacité de se déplacer activement grâce à ses flagelles et elle se sert de cette faculté pour se disséminer à l'intérieur de son hôte depuis le point de la morsure. Et elle sert même de ses flagelles pour entrer dans l'hôte lors de la morsure par la tique. Et une fois qu'elle est rentrée dans l'hôte, comment elle fait pour se multiplier ? Alors, les bactéries créent une copie de leur ADN, c'est la duplication. Et puis ensuite, elles se coupent en deux avec, pour chaque bactérie, leur ensemble d'ADN. Et donc, chaque moitié devient une bactérie indépendante avec son propre ADN. Donc ça s'appelle la scissiparité et ça existe pour toutes les bactéries. Et les deux bactéries qui sont issues de cette division, en fait, sont strictement identiques entre elles ? Oui, donc en fait, chaque bactérie fille est une réplique exacte de la bactérie mère, puisque l'ADN est le même par copie. Donc ce mode de reproduction ne permet pas aux bactéries de se diversifier, d'évoluer, et donc ne permet pas de s'adapter au changement de l'environnement. Mais il faut savoir que les bactéries disposent d'un autre moyen pour augmenter leur diversité génétique. Ça s'appelle la conjugaison. Donc en fait, ce phénomène permet un transfert de matériel génétique d'une bactérie donneuse vers une bactérie receveuse. Et ce qui est transmis, c'est un plasmide, donc un des petits morceaux d'ADN satellite. Et le problème pour l'humain, c'est que ce sont les plasmides qui portent la plupart des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc en fait, quand une bactérie a découvert comment se protéger contre un certain antibiotique, elle peut donner cette capacité aux autres bactéries qui l'entourent. Mais ça, c'est pas un problème spécifique au Borrelia. En fait, toutes les bactéries le font. Oui, en revanche, Borrelia est connue pour pouvoir échapper facilement au système immunitaire, ce que toutes les bactéries ne savent pas faire. Comment fait-elle pour faire ça ? Alors, d'une part, la Borrelia ne se déplace pas très vite dans les liquides comme le sang. Par contre, elle est extrêmement rapide dans les milieux qui ont la consistance de gel, donc comme les tissus conjonctifs, ces tissus qui entourent tous nos organes. Et effectivement, la Borrelia n'est pas très souvent présente dans le sang. Elle se réfugie vite dans les tissus conjonctifs. Et dans ces tissus conjonctifs, elle est si rapide que sa vitesse de déplacement est 2 à 3 fois supérieure à celle des globules blancs qui sont chargés normalement de l'éliminer. Donc les globules blancs qui s'appellent les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Non, effectivement, c'est une bonne façon d'échapper au système immunitaire. On peut dire qu'elle court plus vite, en fait. Et ça me rappelle un feuilleton qui passait au temps de ma jeunesse qui s'appelait Les Brigades du Tigre, où on disait que les malfrats avaient des automobiles et puis les policiers à l'époque n'avaient que des vélos, donc ils ne pouvaient pas vraiment attraper les malfaiteurs et donc il fallait leur donner des automobiles pour qu'ils courent plus vite. Oui, c'est ça, si on veut. Mais pour Borrelia, en fait, ce n'est pas tout. Elle est aussi capable de se camoufler. Alors, elle peut entrer à l'intérieur des lymphocytes et quand elle ressort, elle s'est couverte des molécules qui se trouvent à la surface des lymphocytes
et qu'on appelle des antigènes de surface. Donc c'est en fait la signature des lymphocytes, c'est l'antigène de surface. Donc en s'habillant avec les antigènes de surface qui sont propres aux cellules de son hôte, la Borrelia ne peut plus être repérée par le système immunitaire et donc elle se promène impunément dans notre corps ensuite. Oui, donc ça c'est assez extraordinaire parce que faut rappeler que les lymphocytes dont tu parles, ce sont nos soldats en fait dans la lutte contre les microbes, c'est ce qui nous permet de lutter contre les infections. Et les antigènes de surface, c'est comme la carte d'identité, ce sont des molécules qui sont présentes à la surface des cellules. Et c'est grâce à ces antigènes de surface que le système immunitaire peut reconnaître les cellules qui font partie de notre corps et puis les distinguer des cellules étrangères. Donc là, c'est pire que du camouflage en fait. C'est vraiment de l'usurpation d'identité. C'est comme si un soldat s'infiltrait dans les lignes ennemies et volait l'uniforme d'un soldat ennemi pour pouvoir ensuite se promener sans être inquiété parmi l'ennemi. Oui, mais en plus, Borrelia ne se contente pas de voler leur apparence aux lymphocytes, elle les tue aussi carrément. Alors on a remarqué que lors d'une borréliose chronique, donc une infection de plusieurs mois ou plusieurs années, le taux de certains lymphocytes diminue drastiquement. Donc on peut citer le docteur Joseph Burrascano qui considère d'ailleurs que le dosage des lymphocytes qu'on appelle du CD57 est un excellent moyen de détecter une borréliose chronique. Donc, il faut savoir que le taux normal de ces CD57 se situe entre 200 et 400 par millimètre cube de sang, alors que les malades atteints de maladie de Lyme chronique sont souvent en dessous de 60, parfois à peine 20. Et d'après le docteur Burrascano, seule la borréliose chronique fait baisser spécifiquement ces CD57. En fait, il pense que la Borrelia tue activement ces cellules, un peu comme le virus du sida tue lui un autre type de lymphocytes qui s'appelle les T4. Donc on a notre ennemi qui est camouflé, infiltré au sein même de notre système immunitaire et il profite de son impunité pour tuer nos cellules immunitaires. Ça c'est assez particulier parce que d'habitude les bactéries ne s'attaquent pas à nos cellules immunitaires. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est même pas encore tout, en fait. Alors, on a constaté que les malades de Lyme ont régulièrement des grosses crises inflammatoires qui se traduisent par des douleurs un peu partout, aux articulations, aux muscles, aux tendons. En plus de ça, ils ont des maux de tête, parfois même de la fièvre. Donc, c'est une inflammation exagérée et donc une inflammation qui est encore à l'étude. Le docteur Alan MacDonald a fait l'hypothèse d'un mécanisme possible. Ce serait la libération par les Borrelia de petites vésicules qui comprennent des fragments de son ADN, vésicules qu'il appelle des blebs. Et les membranes de ces blebs contiennent des protéines de surface de la Borrelia, donc les fameux antigènes de surface. Et ce seraient ces molécules qui provoquent une grosse réaction immunitaire, disproportionnée en fait. Et il faut savoir que chaque bactérie Borrelia laisse des dizaines de blebs derrière elle. Donc notre système immunitaire réagit comme s'il y avait une infection massive. Il est affolé et donc il libère énormément de cytokines inflammatoires. Ce sont les molécules qui provoquent l'inflammation et donc ce qui provoque tous les symptômes dont on a parlé. Mais en fait, pendant que le système immunitaire s'épuise à détruire ces blebs, qui sont des trucs finalement peu dangereux, les vraies bactéries vivantes, donc fonctionnelles, elles se promènent dans les tissus conjonctifs sans être inquiétées. Alors là, il faut quand même exprimer notre admiration envers la bactérie Borrelia parce qu'elle a inventé le système des leurres comme les sous-marins. En fait, je ne sais pas si les gens sont bien au fait de tout ça, qui regardent un petit peu les films de guerre. Mais effectivement, les sous-marins peuvent larguer des leurres derrière eux pour dévier les torpilles ennemies. Et c'est exactement ce que fait la Borrelia avec ses blebs. En fait, elle amène le système immunitaire de son hôte à se tromper de cible en larguant derrière elle des myriades de ces blebs qui vont finalement détourner le système immunitaire. Et je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une bactérie très intelligente. Alors, on comprend bien que le système immunitaire va se trouver rapidement débordé par une infection à Borrelia, puisqu'il est attaqué de tous les sens et trompé, dupé. Et il va falloir lui venir en aide en attaquant la bactérie, par exemple avec des antibiotiques. Donc, on va reparler de ça juste après la pause musicale. Restez avec nous. Un jour, le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là.
Aussitôt la terre entière, par cet air fut enchantée, des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite appris, circonvenant bien des esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député pris de court à la tribune de la Chambre dit dans son discours: citoyens, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coups de fusil, on dut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle Playel n'écoutait plus les grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre mêla Sébastien Bach et la Java. Ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur, et il disait, le grand acteur: Duc de Reichstadt, avez-vous dit? Non, non, et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'au prater, la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À quelle pagaille dans le théâtre, les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande Java sauvage fit des victimes par milliers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hurlaient New York et Chicago. L'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout devint tranquille. On n'entendit plus de Java, non, dans les champs et dans les villes. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça c'était l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Ah, ne rapporte rien. Vous écoutez Médiatique. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la Borrelia, une bactérie diabolique. Et pour nous aider à comprendre comment elle est diabolique, notre invitée, Cécile Musy, vice-présidente de l'association France Lyme. Le traitement standard de la maladie de Lyme, c'est 2, 3, voire exceptionnellement 4 semaines d'antibiotiques. Ça peut suffire éventuellement dans le premier stade de la maladie, celui de l'érythème migrant, quand la bactérie n'est pas encore disséminée dans tout le corps. Mais c'est bien insuffisant quand la bactérie a eu le temps de s'installer, en fait. Oui, alors de nombreux travaux scientifiques ont démontré la persistance de Borrelia dans le corps, malgré même des mois de traitement antibiotique. Alors un exemple frappant a été donné par le docteur Richard Horowitz. Il a suivi une jeune patiente qui a reçu un traitement qui a duré en tout plus de 2 ans. Et après le traitement, tous ses symptômes de Lyme avaient disparu, elle se sentait en pleine forme. Elle voulait un enfant, mais 2 fois de suite, elle a eu une fausse couche. Et à chaque fois, le médecin a vu par des tests PCR que le fœtus et le placenta étaient contaminés par la Borrelia. Donc il y avait encore des bactéries vivantes dans le corps de cette femme, même après 2 ans de traitement antibiotique. Malheureusement, des exemples comme ça abondent dans la littérature scientifique. Donc la question, en fait, c'est comment fait-elle? Comment cette bactérie arrive à survivre alors qu'on la bombarde d'antibiotiques pendant 2 ans? Alors, première chose, donc classiquement, on soigne la borréliose avec des antibiotiques de type pénicilline, donc comme l'amoxicilline ou l'augmentin. Ces molécules agissent au moment de la division cellulaire. Donc à ce moment-là, la bactérie est fragile et au lieu de se diviser en 2 à cause de l'antibiotique, elle éclate et elle meurt. Donc les pénicillines ne peuvent agir que sur les formes actives en train de se multiplier. Alors il faut savoir que la Borrelia a la particularité pour une bactérie de se diviser extrêmement lentement. Disons une hâte de division par 24 heures. Au contraire, par exemple, d'Escherichia coli qui se multiplie 3 fois par heure. Donc Borrelia, c'est donc 36 à 72 fois moins vite. Donc ça explique déjà pourquoi les traitements doivent être beaucoup plus longs pour pouvoir couvrir le même nombre de cycles de reproduction, de division cellulaire, donc tuer le même nombre de bactéries. Par comparaison, un traitement de 2 semaines contre une bactérie classique comme Escherichia coli, ça équivaut à 2 ou 3 ans pour Borrelia. Plutôt, ça devrait équivaloir. Oui, mais justement, les médecins qui connaissent bien la maladie de Lyme préconisent un traitement non pas de 3 à 4 semaines qu'ils considèrent comme vraiment insuffisant, mais bien 3 à 4 semaines après la disparition de tous les symptômes, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Oui, mais il y a autre chose en plus de cette division lente. Alors la Borrelia se présente sous différentes formes dans le corps et il faut des antibiotiques différents pour combattre chaque forme. On connaît au moins 4 formes. Donc la forme avec paroi, de forme spiralée caractéristique. Cette forme se déplace dans les tissus, parfois le sang, et c'est elle qui peut se multiplier. Deuxièmement, la forme kystique sans paroi, où la bactérie est enroulée sur elle-même, parfois plusieurs bactéries ensemble. Elle reste dormante, sans activité, parfois des mois, voire même des années. Troisièmement, la forme intracellulaire, donc quand elle a pénétré à l'intérieur même des cellules de l'hôte. Et quatrièmement, la forme dans les biofilms. Alors les biofilms, c'est des amas de bactéries qui sont recouverts d'une membrane de protection. Alors les antibiotiques de type pénicilline et céphalosporine ne peuvent attaquer que la forme spiralée avec paroi. Et pour attaquer les autres formes, il faut d'autres antibiotiques ou d'autres médicaments. Donc pour les formes intracellulaires, il faut des antibiotiques comme les macrolides, les quinolones ou les tétracyclines. Contre les formes kystiques, il faut par exemple du flagyl ou du plaquenil. Et dans les biofilms, les antibiotiques ne pénètrent pas bien. Il faut donc liser la membrane de ce biofilm avec soit par exemple de la sérapeptase, c'est une enzyme extraite du ver à soie, ou aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse. Et puis comme cette bactérie, en fait, elle peut passer d'une forme à l'autre, c'est comme un jeu de cache-cache permanent avec les médicaments qu'on lui envoie. Parce qu'on peut difficilement donner 4 formes de traitement en même temps, il y a des effets secondaires sur le patient, puis ça fait beaucoup de médicaments à prendre avec des risques d'interaction entre ces différents médicaments. Oui, tout à fait. Alors en général, les médecins font des rotations en changeant d'antibiotique au bout d'un moment. Et puis aussi, ils font ce qu'on appelle des thérapies pulsées. C'est une alternance de prise, souvent de plusieurs antibiotiques, une alternance de prise et d'arrêt, donc sur quelques semaines ou quelques mois. Et ensuite, comme toutes les bactéries, il est probable que Borrelia développe aussi des résistances aux antibiotiques. Il y a aussi autre chose qui est assez diabolique avec cette Borrelia, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à la dépister correctement. On va pas revenir sur ce sujet parce qu'on en a parlé quasiment dans toutes les émissions de médiatique jusqu'à présent. Mais disons que les médecins sont habitués au confort des tests de laboratoire, ce qu'ils appellent la biologie, pour asseoir un diagnostic. Mais pour la borreliose, ça ne marche pas. On ne peut pas se fier aux tests de dépistage. Et pour terminer en fait ce panorama des caractéristiques étonnantes des Borrelia, on va aborder certaines découvertes parmi les plus récentes qui expliquent comment la Borrelia favorise sa propre dissémination. Oui, alors donc les Borrelia, on a dit, sont transmises essentiellement par des piqûres de tiques. Ce mode de propagation nécessite une adaptation très poussée de la bactérie. C'est très différent et beaucoup plus complexe que la simple dissémination aéroportée comme le virus de la grippe par exemple. Oui, par exemple, quand on éternue, quand on tousse, on peut projeter dans l'air des petites particules de salive ou de sécrétion nasale. Et dans ces particules, il peut y avoir des microbes qui provoquent des infections de la gorge, du nez, etc. Les rhumes, les grippes, les rhinopharyngites sont transmises de cette façon-là. Et donc, le microbe, l'agent infectieux, est transporté passivement par les courants d'air et il peut se poser par terre et puis terminer là son existence. Mais s'il a la chance d'être respiré par un autre être vivant, il peut recommencer à se reproduire. Oui, mais rien d'aussi simple pour la bactérie Borrelia. Elle n'est pas catapultée dans l'air. Alors au départ, elle est disséminée dans tous les organes d'un animal infecté, mais de temps en temps, elle passe dans le sang. Et si une tique absorbe de ce sang infecté en piquant l'animal, la Borrelia se retrouve dans le tube digestif de la tique. Donc la Borrelia pourrait être digérée par les tubes digestifs de la tique, mais non, en fait, elle y résiste. Et elle s'installe dans le système digestif de la tique sous forme dormante. Elle se réveille que lors du prochain repas de sang de la tique, donc souvent après une mue de celle-ci, et après un délai qui peut durer plusieurs mois. Et lorsque le sang de ce repas afflue dans le tube digestif de la tique, la Borrelia sort de sa dormance, elle se déplace jusqu'aux glandes salivaires de la tique. Et comme la tique injecte de la salive dans sa piqûre de l'hôte, la Borrelia passe dans l'hôte via la salive, donc passe ensuite dans la circulation sanguine du nouvel hôte. Et alors effectivement, on est vraiment très loin de la simple dissémination dans l'air. La Borrelia est active, elle s'adapte aux conditions de son environnement et elle va elle-même se placer au bon moment à l'endroit précis du corps de la tique où elle doit se trouver pour pouvoir être injectée. Oui, mais ce n'est même pas tout.
Alors, une étude vétérinaire a montré que les tiques infectées par la Borrelia avaient un comportement différent des autres. Elles se déplacent plus, elles sont plus actives que les autres à condition de sécheresse égale. Oui, parce qu'en fait, les tiques craignent la sécheresse. Les tiques ne peuvent pas boire, elles doivent s'hydrater à travers toute leur peau, tous leurs téguments. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'une forte humidité atmosphérique, sinon elles se dessèchent. Et on les trouve pour cette raison surtout dans les forêts, à l'ombre des arbres. Et quand il fait trop sec, elles ne peuvent pas rester à l'affût sur les herbes et les broussailles pour attendre un hôte. Elles doivent absolument retourner chercher la fraîcheur au ras du sol, sous les feuilles mortes. Donc par temps sec, elles ne peuvent pas chercher un nouvel hôte, elles sont obligées d'attendre. Oui, mais donc les tiques infectées par Borrelia peuvent se déplacer activement et grimper aux herbes par temps sec, alors que les autres tiques ne peuvent plus. Les tiques infectées ont donc plus de chances que les autres de trouver un hôte. Et donc si elles en trouvent un, la Borrelia peut envahir ce nouvel hôte. Donc le fait d'avoir la Borrelia dans leur corps, ça n'affaiblit pas les tiques? Ah non, pas du tout, au contraire. Par exemple, en 2013, une équipe de chercheurs suisses a montré que les tiques infectées par Borrelia ont une plus forte masse graisseuse que les autres. Donc elles résistent mieux à la sécheresse, elles sont en meilleure forme, et donc elles peuvent plus facilement trouver un hôte et s'y nourrir, et donc transmettre plus facilement le Borrelia. Donc on croit rêver là, la Borrelia modifie le comportement de la tique dans laquelle elle se trouve, et tout ça dans le but, on va dire, d'être transmise plus facilement. Oui, ça s'appelle la facilitation. Donc la facilitation, elle existe chez de nombreux parasites. Mais ça montre bien que Borrelia, bien que ce ne soit qu'une petite bactérie, c'est un être extrêmement évolué, un ennemi redoutable en fait. Oui, effectivement. Alors, pour résumer tout ça, donc on a vu qu'elle avait une quantité d'ADN assez importante pour une bactérie qui lui permet de s'adapter à différents hôtes. Et elle trompe le système immunitaire, elle se déguise en cellules de notre propre corps. Elle envoie des leurres pour détourner le système immunitaire. Elle affaiblit, attaque les cellules du système immunitaire. Elle tue les cellules du système immunitaire. En plus de ça, elle a différentes formes, au moins 4 connues, dans lesquelles elle se transforme l'une dans l'autre en fonction des conditions, de manière à survivre malgré tous les changements. Elle aide les tiques pour mieux passer d'un hôte à l'autre. Elle arrive à favoriser les tiques de manière à être transmise. C'est vraiment un ennemi diabolique, redoutable. Oui, tout à fait. Justement, ce serait bien que toutes les spécificités de la bactérie Borrelia et donc finalement de la maladie de Lyme soient connues par les médecins. Parce que ça implique que les tests biologiques ne sont pas fiables, que les traitements doivent être longs et intensifs, comme on a dit, que les molécules antibiotiques doivent être choisies intelligemment, qu'il doit y en avoir plusieurs parfois en même temps. Mais bon, Lyme est malheureusement considéré comme une maladie rare. Donc on doit se dire que les médecins verront peu de malades de Lyme dans leur vie. Donc finalement, c'est pas la peine de les former sur une maladie rare. Et c'est pourquoi notre association France Lyme demande aux autorités médicales qu'elles améliorent et qu'elles enrichissent les formations médicales. Donc les formations à la fois dans les facs de médecine et puis la formation continue pour les médecins déjà en exercice. Oui, c'est effectivement absolument nécessaire parce que les cas de maladie de Lyme, loin d'être rares, sont de plus en plus fréquents. On peut vraiment parler d'une épidémie mondiale de Lyme. Et ici, dans l'Orne, nous sommes dans une zone rurale avec beaucoup de forêts. La maladie de Lyme est la première maladie infectieuse du département. C'est bon de le rappeler. En tout cas, Cécile, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir. Au revoir.